monter, ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Bon les gars, au moins on est rassurés. On n'aura pas fait de saison blanche cette année malgré nos 8 défaites en championnat pour l'instant. On a remporté la Coupe de France contre Monaco mercredi. On rappelle aux auditeurs, 2 matchs de défaite en Liga contre eux. Mais cette victoire 2-0 au Stade de France fait du bien et voit que on va peut-être passer d'une potentielle saison blanche à un doublé. Donc même si on n'a pas le destin entre nos mains pour le match de demain soir, on va revenir déjà sur cette finale et aborder ce match qui peut être aussi un match piège, parce que Brest joue encore son maintien en Ligue 1. Donc avec moi, j'ai Nams et Ben pour l'une des dernières de cette saison, les gars. La saison a été longue, mais elle est quand même passée vite. Ouais, c'est ça. On a eu une très longue saison, riche en émotions, pas toujours bonne. Mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. On n'est pas Ouais, salut Raphaël, salut Nam. C'est effectivement une longue saison, mais dans un temps très court en soi, parce qu'elle a commencé en septembre. Et là, on est à la fin mai, et c'est vrai qu'il y a eu énormément de matchs. Parfois, on a du mal à les analyser parce que les matchs s'enchaînent tellement vite qu'on passe d'une très bonne performance à une performance très médiocre. Mais terminer sur une victoire en Coupe de France contre Monaco, comme tu l'as dit, alors qu'on n'avait pas battu cette équipe, ça reste quand même un trophée. On va pas s'en plaindre. Il reste une dernière journée de championnat qui peut nous permettre de coiffer Lille au poteau sur le titre de champion de France. Donc voilà, une fin de saison excitante, mais ça va faire du bien de prendre une bonne respiration à l'approche de l'Euro. Franchement, les gars, je sais pas vous, mais si on termine la saison avec un doublé Coupe Championnat et une demi-finale Ligue des Champions, je dirais pas que ce serait un hold-up au vu des prémices du début de saison, mais un petit peu quand même, parce que si tu veux, il n'y a pas que les résultats. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de statistiques, le PSG, en championnat, c'est l'une de ses pires saisons sous l'RQSI. En Ligue des Champions, elle fait demi-finale après avoir sorti 2 adversaires qui, sur le papier, sont des adversaires historiques de cette Ligue des Champions. Mais il n'y a pas que ça. Comme le disait Nams, il y a aussi les émotions. Les émotions, c'est le fait de pas aller au stade, de pas pouvoir supporter ton équipe, de regarder tous les jours les matchs à la télé dans un stade vide. Et c'est pour ça qu'on est, je pense aussi un peu frustré, parce que si on avait sorti Barcelone et Munich avec du public, avec des vraies émotions, je pense que notre ressenti sur cette saison aurait été différent. Ouais, mais est-ce que avec du public, le PSG se serait qualifié ? Je retourne la question, je fais un peu le vieux con, mais est-ce que, moi je trouve que depuis l'épidémie Covid et les stades vides, Paris s'en sort plutôt bien en Ligue des Champions et n'a pas prouvé l'inverse avec des stades pleins. Après, alors, je suis pas d'accord, Raphaël. Je suis pas d'accord parce que cette année, c'est défaite contre Manchester au Parc, c'est quasi défaite contre Barcelone au Parc, c'est défaite au Parc contre Manchester City, contre le Bayern Munich. Tu peux pas me dire que le PSG s'en sort bien en Ligue des Champions. C'est pas parce qu'ils font un bon match sur un aller-retour que on ait le sentiment qu'ils ont passé un cap. Moi, je suis désolé. Je suis pas satisfait de l'ensemble des matchs de cette Ligue des Champions, même si, effectivement, on a atteint le carré final pour la deuxième année de suite. Je peux comprendre ce que tu dis. Après, c'est vrai que on peut ne pas vraiment être satisfait, mais on va dire, on peut être satisfait par le résultat. Parce que, on va dire, c'est là où on a pêché ces dernières saisons. C'est le résultat, c'est arriver à faire le résultat, peu importe la manière, tu vois. On a eu l'année dernière, c'était une Ligue des Champions assez spécifique. Là, on a une Ligue des Champions assez pleine. Mais je peux comprendre qu'on soit tous déçus par ce match retour contre City. Et je ne sais pas si Mbappé aurait changé quelque chose, mais je peux comprendre qu'on soit tous déçus. Mais quand même, cette Ligue des Champions, on peut s'appuyer dessus pour les prochaines saisons. Et il y a des choses à faire pour les saisons. Essayer de se stabiliser en demi-finale au moins. Alors je pense que les gars, on aura l'occasion dans les jours ou semaines à venir de faire un bilan de cette saison sur un gros podcast spécial saison 2020-2021 pour faire le bilan un peu de tout ça. On aura l'occasion vraiment de rentrer en détail sur où et comment le PSG a pêché et où et dans quel contexte le PSG a progressé. Mais on va revenir sur la finale de Coupe de France. On rappelle, première finale de l'histoire qui se joue à huis clos, parce que même si l'an dernier, il y avait déjà le Covid, il y avait quelques milliers de supporters qui avaient pu assister à la finale contre Saint-Etienne. 5000, effectivement. 5000 personnes. Cette année, c'est la première fois.
Donc c'était un contexte vraiment, vraiment particulier. On voyait selon les codes Betclic et les tendances que le PSG était favori, malgré l'absence de Neymar et Kimpembe, mais quand même, Monaco veut rester sur 2 victoires de suite contre le PSG. On voit la composition. Alors, je vais rappeler la composition du match de mercredi avec Florenzi à droite, Kehrer titulaire également, Danilo Gueye au milieu de terrain, Icardi devant. Quand même des interrogations, même si côté monégasque, il y avait Majeki au but, il y avait aussi des absents de marque, il y avait quand même Kevin Volland, Ben Yedder devant, il y avait quand même Chouameni, Fofana au milieu. Mais il y avait quand même des interrogations sur le Paris Saint-Germain. Alors, moi, je vais revenir sur le début de match, Nams. C'est vrai que le début de match et même l'image de cette première mi-temps, franchement, clairement, on va pas mâcher les mots, on s'est fait chier. Ça a été une première mi-temps très insipide. Mais le fait de match qui a vraiment tout changé, c'est cette erreur de Disasi qui a raté un contrôle et a offert le ballon à Mbappé Mbappé, faut pas lui redonner 100 000 des comme ça, qui a récupéré la balle et qui a intelligemment mis à Icardi et ouvert le score à la 20e minute. Toi, à ce moment-là du match, est-ce que tu te dis, ça y est, le match est plié, ou tu te dis, bon, ça peut être le début d'un gros match spectaculaire? Franchement, quand il y a le premier but, quand il y a l'ouverture du score, je me dis que le match est plié et que la victoire est pour nous et qu'on va probablement se faire chier. Comment tu pouvais être si sûr de ça alors que ça faisait même pas un quart d'heure, enfin ça faisait 20 minutes de jeu, quoi. Il restait encore 3 quarts du match. Pour moi, je pensais même qu'on pouvait dérouler derrière. On pouvait dérouler les buts derrière. Je pensais qu'on allait rapidement sécuriser le match. Bon, ça n'a pas été le cas, mais sur cette première mi-temps, j'étais pas vraiment inquiet. C'était un match, cette mi-temps aurait pu être prolongée, qu'on n'aurait pas pris de but. Ouais, c'est vrai que en première mi-temps, puis même le rythme de cette finale, excusez-moi, mais ça allait vraiment à 2 à l'heure, quoi. Il y avait aucune intensité, il y avait quelques bons mouvements côté parisien, notamment entre Di Maria et Florenzi, mais honnêtement, sans cette erreur de Disasi, comme l'a dit Nams, on aurait pu jouer pendant 3 jours, il n'y aurait pas eu une seule action. Hein. Mais il y a aussi un contexte, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi quelque chose. Alors, je parlais tout à l'heure du première finale à huis clos de l'histoire de la Coupe de France, mais il y a aussi un autre fait, c'est que la Coupe de France, la finale s'est jouée en semaine, quelques jours avant un match coup près de championnat pour les deux équipes, parce que le PSG joue le titre et Monaco joue la 3e place. C'est ça, et c'est vrai qu'en termes de planning, c'est pas idéal. C'est particulier parce que c'est vrai que j'ai jamais vu, disons que je suis quand même assez bien la Coupe de France depuis la première Coupe de France, c'est 98. Toutes les finales se jouaient le samedi, quoi. Chaque finale de Coupe de France se joue le samedi. Alors non, Nams, il y a eu une finale qui s'est jouée en semaine. Ah ouais. Quelle année? Les Herbiers contre le PSG. C'était quelle année déjà? J'ai plus de mémoire là. 2018. 2018, c'était l'année d'un jour férié. Ah, ouais, bon, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est 2018. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai que c'était le 8 mai 2018, exactement. Ouais, et c'est vrai que c'est quand même très rare de voir une finale le mercredi. Et après, peut-être que, je ne pense pas que c'était le cas, mais peut-être parce que Monaco avait déjà la tête à dimanche, peut-être Paris aussi. Sûrement. Mais bon, Paris a fait le boulot. Déjà, sur cette première mi-temps, Paris a fait le boulot. Paris a rarement été inquiété. Entre guillemets, je sais pas si on peut dire que Paris a été solide, mais voilà, c'était une première mi-temps indigne d'une finale de Coupe de France. On entre quelques coups de pied arrêtés, quelques incursions sur le côté avec Florenzi qui tente sa chance, également Navas qui a dû s'interposer 1 ou 2 fois. Franchement, on va même pas revenir sur cette première mi-temps. Le spectacle était quasi néant. Et sur cette deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus d'action, Ben. Je vais te lancer. Je sais pas comment t'as lu cette deuxième mi-temps. Je sais pas si tu t'es endormi à la mi-temps, hein, j'en sais rien. Ça aurait pu être possible aussi. Moi, j'ai un petit peu dormi à la mi-temps. Moi, personnellement. À la mi-temps, je suis resté éveillé. Je regardais surtout les différentes possibilités de remplacement pour mettre un peu de folie dans cette finale. Et c'est vrai que côté parisien, le banc n'était pas très fourni, plus côté monégasque. Mais la deuxième mi-temps a vu un gros quart d'heure de Monaco avec cette barre transversale. Donc là, on s'est dit Monaco va au moins aller chercher l'égalisation. Et en fin de match, le PSG était un peu plus frais. Mbappé avait envie d'aller marquer son but comme pour clôturer un peu sa saison avec un trophée et un but important contre son ancien club. Et le dernier quart d'heure du PSG a été vraiment maîtrisé avec ce deuxième but qui plie cette finale définitivement. Donc franchement, une finale assez décevante. Je pense un peu au Trophée des Champions qui avait lieu aussi en pleine semaine un mercredi à Lens. Oui, contre Marseille. Contre Marseille, effectivement, victoire de 1. Le rythme était vraiment lent.
Et on sent que les joueurs ont beaucoup tiré cette saison. Le PSG termine sur un trophée, ils sont contents. Il va rester un dernier gros match ce week-end et ensuite il sera temps de penser soit aux vacances, soit à l'Euro. Mais c'est clair que cette finale ne restera pas dans la légende. Alors, comme tu l'as dit, pour moi, cette finale, c'est un peu le reflet de cette saison poussive, compliquée physiquement. Et comme tu le dis, alors je l'ai dit aussi par rapport à la fin de saison, il y a le match de demain en ligne de mire dans la tête des joueurs. Elle était 4 jours après cette finale, mais il y a aussi l'Euro. Et je pense que là, les joueurs, ils attendent qu'une chose après cette année assez délicate et inédite, c'est de prendre des vacances et se reposer, parce que l'enchaînement des matchs, on a encore entendu récemment des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être une Coupe du Monde tous les 2 ans au lieu de 4 ans. On veut empiler des matchs. Et ça se ressent sur le spectacle. Les joueurs sont moins concernés. Les joueurs, il y a de plus en plus d'absents. Et on le voit. Et pour revenir sur les faits que t'as bien mentionné, Ben, Monaco tape la barre. Bon, après, je sais pas si toi tu l'as vécu comme une grosse frayeur, mais bon, après c'était un centre plutôt dévié qui a tapé la barre. Mais c'est vrai que Monaco a eu un gros temps fort, même Jovetic, quand Jovetic remplace Ben Yedder à l'heure de jeu, j'ai trouvé que Jovetic a vraiment fait mal à la défense parisienne, et même Fabregas, Fabregas qui est rentré aussi en cours de jeu a montré des choses. Donc je trouve que Monaco a été bon dans la gestion des changements, mais là on va revenir sur le lob exceptionnel de Mbappé, qui pour moi a été l'homme du match, passe décisif, buteur, son lob de 35 mètres, l'inspiration, il aurait mérité de mettre ce but-là. Il aurait mérité de le mettre. C'est digne d'un joueur en confiance. C'est digne d'un joueur qui respire la confiance. Il est bien dans son football. Pour tenter ce genre de geste, le mec sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il peut faire. Il connaît ses capacités. Et même sur ce premier but, j'ai même envie de revenir sur ce premier but. Il est très altruiste parce qu'il aurait pu finir tout seul. Il aurait pu finir tout seul. Il sait qu'Icardi, c'est un joueur, c'est un renard. Icardi, c'est un joueur qui a besoin de marquer. Il lui fait cette passe. Et franchement, c'est un joueur clé. Et c'est même le joueur de cette deuxième partie de saison. Mbappé est le joueur de cette deuxième partie de saison. Et moi, j'étais le joueur du championnat aussi, parce qu'il y a de grandes chances qu'il soit élu meilleur joueur du championnat. C'est ça. Moi, j'étais très critique, je me souviens. En début de saison, j'étais très critique. Avant que Pochettino soit nominé, j'avais dit qu'il serait j'avais été très critique envers Mbappé. Et j'avais dit qu'il faudrait qu'on fasse travail devant le but, ou alors le mettre sur le côté droit. C'est peut-être le côté où il est mieux. D'ailleurs, c'est un peu dommage, je trouve, moi, l'élection du meilleur joueur là qui va être cette semaine, parce que moi, clairement, si demain Yilmaz il met un doublé et il offre le titre à Lille, franchement, je suis désolé, mais il aura peut-être mis moins de buts. Il y a, je pense aussi à Memphis Depay, je crois, qui a fait un double-double. Je crois qu'il a mis un truc comme 20 buts et 10 passes d'est, un truc comme ça dans la saison, qui a été très bon. Mais un mec comme Yilmaz, même s'il a raté quelques matchs, sa fin de saison, elle est terrible. Elle est terrible. C'est vrai qu'elle est incroyable. Mais Mbappé pour moi mérite. S'il arrive à obtenir ce trophée, il mérite. Mais en tout cas, il a encore montré sur cette finale que c'est le patron offensif cette saison du Paris Saint-Germain, et je pense que Ben ne dira pas le contraire. Honnêtement, Mbappé, sur cette fin de saison, on a retrouvé un très 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 grand joueur. Sur le début de saison, je pense qu'il était un peu émoussé, effectivement. Moi aussi, j'étais très critique, surtout qu'à ce moment-là, il y avait l'éclosion de Erling Haaland. Même la première partie de saison, même la première moitié de saison, Mbappé, je l'ai pas trouvé, même jusqu'à la trêve. C'est ça, il était pas excellent. Et ce qui était frustrant, c'est qu'on voyait de l'autre côté Erling Haaland qui claquait des buts quasiment à tous les matchs. On s'est dit, mais Haaland, en fait, c'est plus régulier et plus fort qu'Mbappé. Et sur cette deuxième partie de saison, avec notamment le match au Camp Nou qui a été un déclic pour lui, il a vraiment pris conscience du rôle qu'il avait dans cette équipe, notamment en attaque. Et il y a des matchs comme contre Saint-Etienne qu'il a été gagné tout seul. Même là, sur cette deuxième mi-temps, on le voit vraiment faire les efforts pour aller marquer ce deuxième but et mettre le PSG à l'abri. Donc honnêtement, sur cette deuxième partie de saison, il n'y a rien à dire. Alors, effectivement, Yilmaz fait une très très belle seconde partie de saison, mais intrinsèquement, Mbappé est plus fort, donc il mérite ce titre de meilleur joueur. Non, je pense que les deux, oui, mais Mbappé ne le vole pas du tout, il le mérite également. Il est quand même plutôt régulier, même en première partie de saison, il marquait quelques buts, il apportait quand même du tonus sur sa débauche d'énergie sur son couloir. Enfin, Mbappé, dans tous les cas, mérite également ce titre, ce serait pas du vol. Et sur le deuxième but qu'il a inscrit sur cette finale, on va revenir également sur l'action, parce que moi j'ai trouvé que le décalage de Di Maria pour Herrera,
Ensuite, trouve. Alors en fait, c'était Di Maria qui a trouvé Herrera, qui a remis sur Di Maria, qui a trouvé Mbappé en profondeur dans un trou de souris, qui avait juste appliqué entre les deux défenseurs. Ouais, franchement, la passe de Di Maria et qui a fêté. Et comme il a pris son temps sur cette passe, il a pris son temps, il a attendu que Mbappé parte. Et ça, c'est l'intelligence de son jeu. Et en plus, comme tu étais sur le point de le dire, c'est qu'il a dépassé Savet Suzic en devenant le meilleur passeur de l'histoire du club. Avec 104 passes décisives, exactement. Sur une passe en finale de Coupe de France aussi belle, c'est quand même symbolique de voir que voilà, Di Maria a prolongé au PSG. J'étais pas forcément pour sa prolongation, mais Di Maria... non, je suis pas d'accord. Di Maria mérite amplement sa prolongation, au contraire de Kurzawa ou de Draxler. Après, moi, je dis pas que c'est un concours, mais moi, je trouve que Di Maria, la saison prochaine, j'ai peur que ce soit la saison de trop. Après, je peux me tromper, mais c'est mon avis. Je trouve que Di Maria rime avec coup de génie et irrégularité depuis le début de sa carrière. Maintenant, comme tu l'as dit, à côté des mecs comme Draxler et Kurzawa, c'est sûr que ces mecs-là, ils sont en vacances, tu vois, entre guillemets, ces mecs-là sont en vacances, touchent des gros salaires et voilà, mais Di Maria, est-ce que c'est le type de joueur qui accepterait d'être sur le banc? Je n'en ai pas vraiment l'impression. On l'a vu lorsque l'équipe était au complet à l'époque avec Tourelle et qui jouait avec 3 attaquants devant, que Di Maria était celui qui est resté sur le banc et il n'était pas satisfait de cette situation. Il y a pas mal de matchs en Ligue des Champions qu'il n'a pas débuté parce que effectivement Tourelle joue en 4-3-3, il blindait le milieu et devant c'était Mbappé, Neymar et Cavani. Donc il est plutôt en fin de carrière. Je pense qu'il est très bien à Paris. Le fait de prolonger pour lui, c'était la meilleure décision. Il va faire une fin de carrière un peu comme Thiago Silva, c'est-à-dire jouer encore 2 ou 3 ans au haut niveau et peut-être partir. Alors, Thiago Silva est parti à Chelsea, mais peut-être retourner au pays en Argentine. Donc prolonger Di Maria, pour moi, c'est absolument pas choquant, au contraire de Draxler ou Kurzawa. En tout cas, le Paris Saint-Germain remporte sa 14e Coupe de France. Donc, ça va remplir encore un peu plus l'armoire à trophées du club. C'est vraiment notre coupe. Ouais, 6 victoires en 7 ans, faut le noter. Ouais, non, franchement, le Paris Saint-Germain, que ce soit avant ou après, surtout après les Qataris, bien sûr, enfin pendant la période Qatari, mais même avant, c'était une coupe tous les 2-3 ans. Donc là, clairement, ça garnit encore plus l'armoire à trophées. Mais là, il y a le match de dimanche contre le Stade Brestois, qui est 16e de Ligue 1, qui n'a remporté qu'un seul de ses 10 derniers matchs et n'a toujours pas gagné à domicile depuis le mois de février, si je me trompe pas. Donc là, clairement, et sachant que le PSG les avait déjà battus le 6 mars en Coupe de France, avec notamment un joli doublé de Mbappé. Sur le papier, ça peut être un match facile, mais on sait que là, le PSG va jouer à Brest. Le Brest doit absolument besoin au moins d'arracher un match nul, parce qu'il y a Lorient et Nantes derrière qui font la course également, et Strasbourg qui sont à égalité de points pour ne pas avoir cette place de barragiste. On rappelle que le 18e va affronter Toulouse, qui a éliminé Grenoble 3-0 sur le play-off de Ligue 2. On va pas non plus rentrer trop dans ce match, parce que voilà, l'équation est simple, Paris doit gagner, Lille ne doit pas gagner. Mais vous, comment vous voyez cette confrontation? Est-ce que déjà vous voyez un match facile des Parisiens contre Brest? Je pense que le PSG va se rendre le match très facile très rapidement. À la mi-temps, il y aura peut-être 1 ou 2-0, parce que Brest, honnêtement, c'est très très faible. Et Brest va profiter du concours de circonstances des autres matchs pour se maintenir. Là où j'ai peur, c'est que Angers va jouer en total roue libre pour le dernier match de Stéphane Moulin. Et je vois pas Lille ne pas aller gagner là-bas. C'est une occasion unique. Ils ont quand même des très bons joueurs. Angers est une équipe qui n'a plus rien à jouer. Donc honnêtement, je ne vois pas Lille faire de faux pas. Si jamais ça arrive, je serai le plus heureux, mais je serai également le plus surpris. On rappelle quand même que Lille a perdu des points à domicile la semaine dernière en concédant le match nul à domicile contre Saint-Etienne, équipe surprenante sur cette fin de saison. On rappelle aussi que Brest a une différence de but légèrement meilleure que Lorient. Lorient va à Strasbourg. Donc là, Strasbourg-Lorient, ça va vraiment être le match du maintien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Nantes ont une meilleure différence de but que Brest. Donc si Brest venait à perdre d'un gros score, ça pourrait être très dangereux pour eux. Ils pourraient repasser 18e si Nantes fait un beau résultat et si Lorient ne perd pas contre Strasbourg. Donc attention aussi, Brest a besoin d'avoir au moins 1 point pour se maintenir, voire la victoire. Bon, je pense pas que Brest... après, je peux me tromper, mais je ne vois pas Brest gagner. Mais je pense que Brest veut quand même éviter une déculottée. Je sais pas toi, Nam, comment tu vois ce match, si tu es d'accord avec Ben, si tu vois un match facile et un gros score, mais en tout cas... Brest va tout donner, ça c'est sûr. Oui.
Voilà, je pense qu'on va leur mettre une fessée, je pense. Mais je pense pas que Lille, de son côté, flanchera. Après, en cas de titre, je ne sais pas comment considérer cette saison ou plus globalement la Ligue 1. Parce que faut se souvenir que à la trêve, on était à une place, c'était un plus ou moins critique pour le PSG. Et on a quoi, 8 défaites, 8 ou 9 défaites, si je ne dis pas de bêtises. 8 défaites, oui. 8 défaites, ce qui est énorme. Et arriver à gagner, arriver à remporter ce titre en étant aussi mauvais, ça ferait une sacrée pub pour la Ligue 1. Mais je pense que... Ce serait quoi, toi, après, tu vois, tous les autres championnats, honnêtement, il y a eu un resserrement. C'est vrai, aussi ouais. Que ça soit en Italie, que ça soit en Espagne, que ça soit en Allemagne, même si bon, les championnats en Italie et en Allemagne ont trouvé leur champion, mais il y a peu de journées, alors que sur les années précédentes, tu avais une domination d'une ou de deux équipes, et tu vois en Espagne que c'est encore totalement indécis. Donc bon, effectivement, gagner le championnat avec 8 défaites, ce serait quand même assez dingue. Mais il faudra surtout voir l'année prochaine, avec une bonne préparation, avec le Covid derrière nous, si le PSG continue à maintenir ces prestations-là, ou justement... Et le ménage à faire surtout. Le ménage à faire parce qu'il y a énormément de joueurs qui n'ont rien à faire. Cet été, un mercato qui va être importantissime pour relancer une dynamique dans les prochaines années. Ça, c'est sûr. Et vous savez que, bon, c'est un peu utopique ce que je vais dire, mais Monaco peut aussi être champion. Monaco peut aussi être champion, mais Monaco a un match difficile à Lens Lens veut être aussi européen. Donc là, pour le coup, il va y avoir pas mal d'enjeux qui pourraient effectivement nous sauver. Mais encore une fois, personne ici ne voit autre chose qu'une victoire à Brest. Oui, c'est ça. Il y a aucune raison que le PSG soit attentif au score de Monaco parce que même un match nul des Parisiens. Même un match empêcherait Monaco d'être champion, tant la différence de but est énorme. Côté parisien. Un petit dernier mot, toi, Nam, à rajouter une analyse avant de passer au pronostic sur le match de demain soir. Moi, je pense que faut clôturer cette saison de la meilleure manière possible, avec les 3 points, si possible avec la manière. Après, faudra croiser les doigts. Faudra croiser les doigts, mais je pense qu'on peut s'attendre à une grosse soirée avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de surprises. C'est ce qui fait la magie de ces dernières journées de championnat et du multiplex, non ? Cette petite chanson. C'est ça. Exactement. Moi, je vois un match globalement maîtrisé des Parisiens, la dernière de Neymar en championnat, Mbappé qui va faire aussi peut-être son jubilé parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine il sera encore là. Je vois une victoire parisienne assez tranquille, des Brestois qui vont regarder eux tous les autres résultats et on espère un faux pas de Lille, même si objectivement je ne le pense pas et Lille aura mérité ce titre de champion parce que quand tu vas gagner à Paris, quand tu vas gagner à Lyon, que tu bats Marseille à domicile et que tu es quand même globalement régulier sur toute une saison avec un entraîneur comme Christophe Galtier, voilà, ça fera quand même, alors pas forcément un beau champion comme la Dinams, mais un champion méritant. Et si Paris venait à être champion, méritant, être champion, je pense qu'il y aura quand même des gens qui vont descendre dans la rue parce que ça sera un beau pied de nez à tous les spécialistes du foot qui ne l'auront pas vu venir. Mais bon, ça sera un titre de champion qui aura un goût amer parce qu'effectivement, quand tu as cette équipe-là, t'attends mieux. Après, ça reste un titre de champion et je pense qu'on sera tous les 3 là à le fêter, à être très heureux pour notre club. Ça, c'est sûr. C'est clair que Paris champion, je l'aurais pas imaginé, surtout à la trêve, et encore moins après la défaite contre Lille au Parc des Princes. C'est sûr. On rappelle aussi que le PSG n'a remporté aucune de ses confrontations contre Monaco et Lille. Donc c'est vrai que ce serait très surprenant. Mais moi, je vais peut-être vous prendre un peu à contre-pied pour le match. Alors on va y revenir, là on va lancer les pronostics. Mais le match contre Brest, moi comment je le vois, je sais pas. Je vois Paris gagner, mais je vois plus un match comme mercredi dernier. Une victoire, allez peut-être 2-0 max, mais je vois pas non plus une équipe parisienne écraser son adversaire. Cette année, le PSG m'a habitué à des victoires quand même assez sobres, malgré sa victoire contre Angers en Coupe de France qui a été éclatante. Mais le PSG en championnat, même quand ça bat Lorient, même quand au Parc des Princes je parle, même quand ça bat Saint-Etienne sur le fil, quand ça bat toutes ces équipes-là, il y a toujours un côté assez... on serre les dents. Heureusement que Navas est là, heureusement que Marquinhos fait un gros match. Je trouve que Brest a des armes offensives qui peuvent inquiéter. Et à l'image du match aller, quand Paris avait battu Brest 3 au Parc des Princes, la décision s'était faite sur la fin de match avec la rentrée notamment de Sarabia et de Draxler. Mais Romain Fèvre avait fait du mal à Bakker, si je me trompe pas. Il y avait quand même des choses. Romain Fèvre avait fait un très bon match. Ouais.
Donc franchement, Ils ont une bonne équipe, hein, Brest. mais ils ont une bonne équipe. Oui, non, mais mentalement, ils sont dans le trou et eux, pour le coup, vont être complètement attentifs aux autres résultats parce qu'ils savent très bien que finir contre le PSG, qui a encore le titre à jouer, ça se jouera pas sur leur terrain. Ça se jouera pas à Francis Leblay, mais ça se jouera à la Méno, ça se jouera au stade à la Beaujoire. Ça se jouera surtout. Bah non, le match Lorient-Strasbourg se joue. Ah oui, c'est à la Méno. Excusez-moi. Je pensais que c'était Lorient-Strasbourg. En fait, Non, c'est Strasbourg-Lorient et Nantes-Montpellier. Ouais, c'est ça, Nantes-Montpellier. Autant pour moi. Ça va être chaud. Mais en tout cas, ça va être chaud. Mais bon, c'est ce qui fait la magie de cette dernière journée. En tout cas, le seul rebondissement, le rebondissement que je veux absolument pas avoir, moi en tout cas, c'est je veux pas que Lyon passe devant Monaco. Alors ça me foutrait les boules. Ah, je veux pas voir Lyon finir troisième. A priori, Monaco va faire le boulot aussi. Non, vraiment. J'espère. Ne t'inquiète pas pour ça. Et en plus, Lyon en Ligue des Champions, et ça parle apparemment de Galtier à Lyon, apparemment ce serait fait. Si Lyon en Ligue des Champions et Galtier venait, ça promet, parce que Lyon a quand même une belle équipe, et Lyon avec un bon coach pourrait faire de très très bonnes choses, honnêtement. Ah, c'est clair. En tout cas, messieurs, on va passer sur la partie pronostic. On annonce aux auditeurs de participer sur la page Passion SG sur Twitter. En fin de saison, on est très très galant. On vous offre 2 fois 50 € de free bet avec notre partenaire BetClick. Alors, c'est un cadeau assez exceptionnel. 2 personnes auront la chance d'avoir 50 € et avant l'euro, c'est pas mal d'avoir des free bets. C'est pas mal. Ça peut permettre de faire une petite montante, effectivement, à l'approche des vacances. Exactement. Alors, pour après, il y a l'euro, donc il y aura beaucoup de matchs à pronostiquer. On va essayer de vous donner des bons tips avec le code promo Passion. J'aime bien le répéter, ça en fait sourire plus d'un, mais le code Passion vous permet d'avoir 100 € de rembourser au maximum sur votre premier pari lorsque vous créez votre compte avec ce code promo. On va vous donner nos pronostics pour le match Brest-PSG, même si les codes sont assez écartés. Messieurs, je vais vous demander comme d'habitude votre prono résultat, un prono buteur n'importe lequel et un prono fun avec une grosse cote, parce que je vais en venir sur la cote des Parisiens. Cote de 1,25 pour le PSG qui gagne le match et une cote de 10 pour Brest. Je pense pas que ce sera sur ces cotes qu'on va se faire beaucoup d'argent, messieurs. Je pense qu'au vu de ce que vous avez dit, on va sauter cette étape. Victoire du PSG à 1,25, je pense que vous êtes tous les deux d'accord. Oui. Après, c'est une cote à 1,25 quand même pour arrondir un petit ticket. Je pense que c'est pas mal. Moi, je les aurais vus moins bien cotés Paris. Je les aurais vus à moins d'1,20. Mais c'est un match à l'extérieur contre une équipe qui joue sa peau quand même. C'est vrai. Brest va s'arracher comme pas possible. Alors, Ben, moi je sais pas si tu continues si t'as déjà parié, si tu paries ou pas, mais tu sais très bien que c'est ce genre de cotes, c'est souvent ces cotes là qui te font un peu niquer ton ticket, tu vois. Genre tu passes des cotes à 3 et la cote à 1,20 elle passe pas, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est des cotes un peu bâtardes. Mais bon, là, objectivement, si je devais quand même mettre un billet, j'aurais mis sur une victoire du PSG. Alors, à 25, tout le monde est d'accord pour ça. Alors, un pari buteur. Alors là, pour le coup, je vous laisse. Ça peut être un nombre de buts, ça peut être un buteur. Alors, moi, je verrais bien but de Mbappé et but de Neymar. Les deux joueurs marquent. C'est ce qui s'est passé lors du dernier match de championnat. Notre confrère qui nous l'avait pronostiqué. Sachant que Neymar tire les pénaltys, comme on l'a vu contre Reims, il y a de grandes chances que Mbappé marque dans le jeu, si jamais il y a un peu. Alors Mbappé et Neymar marquent, c'est cote de 3 quand même, c'est intéressant. C'est pas mal. Cote de 3. C'est vraiment pas mal. Moi, dans le Paris Fun, ce que je peux vous proposer, c'est les deux équipes marquent et le PSG marque dans les deux mi-temps. Alors, je sais pas la cote, mais en tout cas, on la note. On doit être sur une cote à 5, à mon avis. Ok, donc les deux équipes marquent et les deux équipes marquent dans les deux mi-temps, c'est ça que tu dis ? Et le PSG marque dans les deux mi-temps. D'accord, alors, ouais, ça peut être très plausible. Alors là, je vous avoue, j'ai pas la cote, mais oui, la cote peut être pas mal. Toi, Nams, en buteur et en fun, qu'est-ce que tu mettrais ? En buteur, je mettrais Mbappé et Icardi buteur, les deux. Alors Icardi et Mbappé, c'est 3-20. Bon, c'est quasiment, c'est comme Mbappé Neymar, 3-20, voilà, ça se chevauche sur retour de 3. Allez, un buteur loufoque. Xavi Simons. Non, je rigole. Non, je mettrais bien but de Franck Honora. But de Franck Honora. Alors, Franck Honora, je vous dis ça tout de suite. Franck Honora, 5-10, c'est pas mal. 5-10, bon, ça se prend les gars, ça se prend. Ça se prend. Et toi, Nam, c'est une grosse cote là, même au-dessus de 5 J'irais un but de la tête.
Ah, j'ai pas la cote. Sur corner. Ça me plaît, ça, but de la tête. Un but de la tête, ouais, c'est vrai qu'en Ouais. plus avec des Marquinhos qui marquent très souvent. Non, C'est non, ça, bah, c'est ça. j'ai pas la cote, mais à mon avis, elle doit être au-dessus de 5. Donc. Ou même un but de Brest hein, qui marque sur un corner ou un coup franc, but de la tête, ça peut arriver. Ok. Et souvent en plus dans ce type de match, c'est souvent des choses qui peuvent débloquer un match dans ce type de match, ce type de but. Ok, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, tu vois Paris ou Brest marquer de la tête. Donc en tout cas, but de la tête ou sur corner. Donc je ne connais pas la cote. Hein, si vous voulez vous tenter à ça, ça peut être aussi intéressant. Moi, je vois un score exact 2-0. Alors tous les autres paris, je les saute. Moi, je vais juste donner mon score exact. Je vois bien 0-2 pour Paris, cote à 7,40. Moi, je pense que ça se tente parce que franchement. Après, il y a aussi si vous voyez un gros score 0,4, 0,5, 0,6, c'est 5,40. Hein. Wow. C'est pas mal ça. Ah oui, 1-2, 1-3 ou 1-4, 3-0-5. Donc ça, c'est dans le cas où Paris gagnerait confortablement avec un but de Brest. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc comme on vous propose, hein, il y a beaucoup de solutions. Je pense qu'il y a des sous à faire. N'hésitez pas vraiment à jouer hein, parce que moi j'aimerais bien être à votre place d'avoir 50 € de free bet qui tombe comme ça avant l'Euro, c'est tout bénef hein, et surtout avec le code promo. Merci les gars pour ce dernier podcast spécial préparation de match. Hein. Avant ce dernier match, on fera un podcast prochainement sur la bilan de la saison, sur le mercato également et on reviendra sur tous ces sujets rétro qu'on a mis un peu de côté mais qu'on ressortira pour alimenter cet été où on pourra enfin profiter des lieux publics, des bars, des restos. Donc voilà. Bon multiplex les gars, bon match, profitez bien en espérant le faux pas lillois et allez Paris et ça. On espère une victoire parisienne tranquille et un faux pas de Lille. Mais en tout cas, cette saison aura été plaisante à suivre, éprouvante d'un point de vue émotion, mais avec l'Euro qui arrive et la nouvelle saison qui va démarrer dans quelques semaines maintenant. Voilà, une belle saison de transition. À Leonardo de faire le travail cet été pour qu'on puisse retrouver les stades avec des grands joueurs et des grands matchs. Comme on dit, Inch'Allah, Angers nous sauve. On leur rendra l'appareil la saison prochaine, tôt ou tard. Hein. Pour ça, on s'inquiète pas. Merci messieurs, à très vite et allez Paris. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.